Voilà, retour au Midi Actualité avec Jean-Philippe Trottier sur les ondes de Radio Ville-Marie. Un film est présenté sur quelques-uns de nos écrans depuis peu, espérons qu'il y reste. Réalisé par l'Allemande Margarete von Trotta, il s'intitule simplement Hannah Arendt et raconte l'épisode extrêmement difficile de la vie de cette philosophe juive autour de la question du procès d'Adolf Eichmann, un criminel nazi jugé à Jérusalem au début des années 60. La philosophe a couvert ce procès et a écrit 5 articles pour le New Yorker, puis un livre au titre sobre, Eichmann à Jérusalem. Sa thèse de la banalité du mal a suscité de violentes réactions dans la communauté juive. Mathieu Bocoté nous en parle. Bonjour Mathieu. Bonjour. Un petit mot sur Hannah Arendt d'abord. On en parle souvent dans vos chroniques, mais qui est-elle un peu? Je dirais que c'est une des grandes figures de la philosophie politique au XXe siècle, probablement une des rares philosophes authentiques. Le projet d'Hannah Arendt, elle commence avec la métaphysique, bien évidemment, oui, mais elle passerait rapidement à la compréhension du politique. Et plus encore, dans un siècle marqué par la rencontre entre le politique et le mal radical, oui, donc à travers l'expérience concentrationnaire, et plus encore ensuite avec évidemment le génocide. Donc Hannah Arendt va chercher à comprendre finalement quelle est la part existentielle irréductible du politique dans l'existence humaine, et elle va chercher à penser le 20e siècle. Là, on dit quelquefois de Raymond Aron qu'il a pensé l'histoire qui se faisait. Eh bien, Hannah Arendt est dans un projet intellectuel semblable. Elle veut penser l'événement. Donc, que se passe-t-il dans l'histoire et quelle est la signification philosophique de ce qui nous arrive collectivement, ce qui nous arrive politiquement? Donc, son œuvre va être traversée par de tels problèmes. Il va certains livres majeurs, Les origines du totalitarisme, Eichmann à Jérusalem, bien évidemment, quelques livres de philosophie politique plus fondamentaux au sens des questions premières. On peut penser à la condition de l'homme moderne ou à la crise dans la culture. Oui. On peut penser à plusieurs autres livres, mais c'est une des œuvres de philosophie politique les plus riches du XXe siècle, et encore aujourd'hui, d'ailleurs, on continue de faire appel à cette œuvre pour comprendre notre réalité et pour interpréter l'œuvre directement. Maintenant, on sait qu'elle est née en Allemagne. Elle a étudié, je raccourcis, avec le philosophe Heidegger. Elle a été exilée en France à cause du nazisme et après, elle a fait un camp aussi à Gurs, GURS en France, avant d'avoir son visa avec son mari pour aller aux États-Unis où elle s'est mise à enseigner. Et on arrive au film. Elle couvre le procès Adolf Eichmann qui a lieu à Jérusalem au début des années 60. Qui est Adolf Eichmann? Alors, c'est une des grandes figures, appelons ça, de l'Holocauste. Il sera responsable, en partie notamment du transport ferroviaire, donc une figure, je dirais, importante, mais un rouage tout à la fois du système concentrationnaire, du système d'extermination des nazis. Et la figure d'Eichmann pour Hannah Arendt va être singulière, c'est-à-dire on associe le nazisme au plus grand mal, la figure du mal radical, oui, avec raison. Donc, elle s'attend à voir chez lui la figure du nazi cruel, pervers, je dirais, visiblement diabolique. Oui. Et que rencontre-t-elle? Elle rencontre un homme banal, ordinaire, médiocre pour tout dire, un fonctionnaire parmi d'autres, qui tout simplement prétendait obéir aux ordres. Donc, un homme qui, devant l'horreur qu'il servait, c'est-à-dire l'extermination des Juifs d'Europe, ce projet satanique, si je peux me permettre ce terme, oui, eh bien, il se contente de suivre les ordres. Il n'a plus aucune réflexion singulière, aucune réflexion sur le bien et le mal, sur la légitimité des actes qu'il pose. Ça va amener Hannah Arendt à développer la thèse de la banalité du mal, c'est-à-dire que les plus grands crimes supposent la rencontre souvent entre la figure d'un immense tyran et de milliers d'hommes ordinaires qui en sont complices tout simplement parce qu'ils n'avaient pas le courage ou la dignité élémentaire pour s'y opposer. On va y revenir un petit peu dans quelques minutes, Mathieu Bocoté. Alors, elle est à New York et elle propose en fait... Alors d'abord, Eichmann est capturé parce qu'il avait fui en Argentine, comme beaucoup d'autres nazis. Il est capturé, en fait, illégalement par le Mossad, les services secrets israéliens, en 60, pour être ramené à Jérusalem pour subir son procès. Et donc, elle propose au New Yorker, le célèbre New Yorker, une série de 5 articles sur ce procès. Et donc, le film de Margarete von Trotta commence un peu avec ça. Elle a l'autorisation et elle se rend à Jérusalem pour suivre ce procès. Et il faut dire que le film est drôlement bien fait et puis il est poignant. Oui, absolument. C'est-à-dire, on regarde le film, c'est assez difficile quand même de mettre en scène une pensée. C'est-à-dire une philosophie, une vie intellectuelle. Le propre de la vie intellectuelle, c'est une vie qui se passe souvent dans un bureau avec un ordinateur ou un crayon ou une dactylo. Ou au micro, hein, au micro. Oui, bien sûr. Et on écrit tout simplement et on parle. Or,
comment mettre ça en scène. Justement, le procès Eichmann permet d'entrer dans la pensée d'Hannah Arendt, et ce qu'on voit, donc le film met en scène finalement deux choses. Premièrement, c'est la rencontre entre la pensée d'Arendt sur le totalitarisme et la figure d'Eichmann. Donc c'est la rencontre entre sa réflexion sur le totalitarisme et la figure de la banalité du mal, mais il y a aussi une autre dimension dans ce film qui est très importante, je crois. Et bien que je crois que ça soit exploré de manière presque inconsciente, c'est une réflexion sur le rôle de l'intellectuel dans la cité. C'est-à-dire, le grand philosophe, l'intellectuel, lorsqu'il s'avance dans l'espace public, est presque condamné à être incompris. Donc, il avance dans l'espace public et ses raisonnements complexes, les fondements quelquefois historiques, sociologiques, métaphysiques de ses thèses, ne seront pas véritablement compris. On en retiendra finalement que quelques formules, que quelques slogans et ainsi de suite. Donc l'intellectuel qui s'avance dans l'espace public et qui espère, par le fait qu'il entre dans l'espace public, éclairer ses contemporains, qu'il espère révéler certains enjeux qui caractérisent une époque, au même moment, il est condamné à voir sa pensée déformée. Vous parlez du philosophe de Platon, certainement, qui sort de la caverne et qui doit rentrer dedans après et qui se fait lapider. Et plus encore, je pense à la figure de Leo Strauss, ce philosophe allemand exilé aux États-Unis lui aussi. Et Leo Strauss a cette réflexion tout à fait passionnante où il dit que tous les grands philosophes ont une réflexion ésotérique et exotérique. Il y a une réflexion ésotérique, dit-il, qui est réservée aux disciples, aux fidèles qui sont capables justement de comprendre toute la profondeur de l'œuvre. Et lorsqu'il avance dans l'espace public en écrivant et ainsi de suite, il doit voiler minimalement au moins ses pensées. Pourquoi? Parce que toute époque est réfractaire au fait qu'on dévoile ses tabous, qu'on révèle ce qui se cache derrière ces tabous. Toute époque porte une part de sacré qui est absolument inquestionnable. Lorsque le philosophe décide d'examiner cette part d'inquestionnable dans la cité, il se condamne au jet de pierre. Mathieu Bocoté. Et on voit ça à travers Hannah Arendt, je crois. Êtes-vous le Léo Strauss ou le Hannah Arendt du Québec? Oh, je n'ai pas cette prétention d'aucune manière, mais je suis toujours intéressé de voir que certaines grandes figures intellectuelles, finalement, lorsqu'elles décident d'avancer dans l'espace public, ne vivent finalement l'engagement dans l'espace public qu'à la manière d'une forme d'ascèse. Merci pour votre... Ce qui est assez intéressant. Et quant à moi, si j'avais des choses à cacher, je ne vous les révélerais pas à ce micro une fois que l'appel serait terminé. Merci beaucoup pour cette réponse ésotérique, je pense, plutôt qu'exotérique. Revenons au film. Ce qui est intéressant, moi je l'ai vu également, figurez-vous, tout le monde joue... Il y a des acteurs, notamment Barbara Soukova, qui joue Hannah Arendt, qui est toujours entre deux cigarettes, évidemment, à l'époque, ça se pouvait. Mais Eichmann, lui, alors, c'est du piétage de l'époque, en fait, et on voit des témoins. Il y en a un qui s'effondre en sanglots, évidemment. Eichmann, on le voit lui-même, c'est pas un acteur qu'on a pris, c'est vraiment le vrai Eichmann. Et on a vraiment un contraste saisissant, et il y a rien de romancé, on est vraiment dans ce qui s'est vraiment passé. Non, absolument. Puis on le voit d'ailleurs, soit dit en passant, dans les controverses intellectuelles qui caractérisent une partie de l'intelligentsia juive allemande exilée aux États-Unis. Oui. C'est-à-dire, on voit de quelle manière ce procès va déchirer profondément cette communauté. Donc, on le voit à travers des conflits, par exemple, entre Hans Jonas et Hannah Arendt. Hans Jonas qui est aussi un autre intellectuel. Il y a une espèce d'examen en direct des fractures profondes d'une communauté intellectuelle qui, lorsqu'elle revient sur le passé pour comprendre ce qui est arrivé finalement à la patrie d'origine, mais aussi à leur propre peuple, le peuple juif, eh bien, on voit les déchirements en direct que ça provoquera, des tensions immenses, et soit dit en passant, on voit qu'au sein même, et je parlais tantôt de la figure d'un intellectuel qui, lorsqu'il s'avance dans la cité, est condamné à ne pas être compris vraiment, eh bien, on peut voir même qu'entre les intellectuels, quelquefois, les passions prennent le dessus sur la raison, et la figure d'Hannah Arendt sera véritablement, auprès même de ses collègues et de ses amis, elle sera détestée, on la rejettera, quelquefois il y aura des réconciliations plus tard, mais sur le fond des choses, on voit à quel point la vie des idées, lorsqu'elle est menée avec intégrité, lorsqu'elle est menée avec une profondeur sincère, eh bien c'est une vie finalement beaucoup plus risquée qu'on ne le croirait. La liberté se paye toujours, Mathieu. Dites-moi une chose, vous parlez de Hans Jonas, l'autre intellectuel, c'est lui l'auteur du principe de responsabilité, je pense. Absolument. Mais il y a aussi Kurt Blumenfeld à Jérusalem qui va mourir et elle va le voir, elle se rend encore et puis lui dit tu n'aimes pas ton peuple et elle lui répond je n'aime aucun peuple, j'aime les individus. Et la réaction de beaucoup de juifs, il y en a aussi un autre, Gershom Scholem a très violemment réagi à Eichmann à Jérusalem et à la thèse de la banalité du mal. Qu'est-ce qui était... On comprend, il y a eu beaucoup de juifs qui sont morts pendant la guerre, déportés, exterminés, etc. Et
est-ce que Hannah Arendt a été trop, comme on dit dans le film, trop arrogante, trop froide, trop intellectuelle, trop vraie pour qu'on lui reproche tant de... On ne peut pas trancher là-dedans, non? Non, ben, c'est-à-dire c'est assez particulier pour connaître assez bien l'œuvre d'Hannah Arendt. Il y a évidemment chez elle une certitude intellectuelle indéniable, mais à ça on pourrait répondre, mais si vous n'avez pas la certitude de ce que vous écrivez, pourquoi prenez-vous la peine de l'écrire? Oui. Donc c'est une étrange époque qui veut qu'on avance qu'avec des points d'interrogation. Une fois que c'est ça, je crois qu'il y a aussi le fait que les controverses, nous regardons ça avec plus de 40 ans de distance. Ceux qui ont été contemporains de l'extermination des Juifs d'Europe, ceux qui ont été contemporains de la Shoah, ceux qui ont été contemporains de l'exil forcé de plusieurs Juifs vers soit les États-Unis, soit vers la Palestine et ainsi de suite. Alors on peut comprendre les déchirements immenses que provoque une analyse qui se veut si froide qu'elle le pousse quelquefois la lucidité jusqu'à la cruauté. Et l'autre dimension qui est indéniable aussi, c'est lorsque Hannah Arendt dit « je n'ai jamais aimé aucun peuple », il y a là-dedans un peu de pause intellectuelle peut-être, parce qu'elle confiera quelques années plus tard que la destruction de l'État d'Israël serait la chose qui lui la détruirait le plus intimement. Pourquoi dit-elle cela? Parce qu'elle se reconnaît néanmoins solidaire du peuple juif. Donc, aime-t-elle un peuple au sens où certains nationalistes spontanément aiment leur pays? Ça reste à voir. Il faut dire que c'est un concept qu'elle avait exploré, l'amour dans certains travaux antérieurs. Mais a-t-elle néanmoins un sentiment de solidarité, de fidélité spontanée à la communauté historique à laquelle elle appartient? Je crois que ça m'apparaît indéniable. Donc, il y a une pause intellectuelle chez Hannah Arendt, c'est dans ce refus ostentatoire de l'appartenance. Est-ce qu'on peut qui ne vient pas pour autant avec un reniement, mais c'est toute la querelle du sionisme et de la critique du sionisme qui caractérise le monde juif de l'après-guerre. C'est encore une fois le débat entre vérité et... je dirais pas incarnation, mais vérité et culture. Enfin, toute culture est un mélange d'illusions, de vrai, de faux, de bien et de mal. Mais la vérité, elle est pure. On a l'impression que chez Hannah Arendt, c'est vraiment... Vous disiez au début, une philosophe authentique, une des seules du XXe siècle. Est-ce qu'on peut dire que Spinoza a eu le même traitement aussi au XVIIe siècle à Amsterdam? Il a été pas exterminé, il a été exclu de la communauté juive d'Amsterdam. Est-ce que la vérité peut être appréhendée de façon nue, comme on le voit chez Hannah Arendt? Je crois qu'il y a des risques immenses. En 30 secondes. Qu'elle ait atteint ou non la vérité est une autre question, mais disons que c'était son objectif. Celui qui décide de ne se consacrer qu'à la vérité, tout en la dépouillant, par ailleurs, quelquefois, justement, des légendes et des contes qui permettent de l'entourer, ou des sentiments qui permettent quelquefois de la rendre plus vivable, eh bien, celui qui s'avance vers ce noyau de la vérité, évidemment, se place en concurrence avec d'autres impératifs qui sont justement la loyauté à la cité, l'appartenance à une culture, l'entretien des mythes fondateurs qui permettent à une collectivité de durer dans le temps. Donc, lorsqu'on décide finalement d'aller au fondement de la cité, d'approcher ces fondements de manière presque clinique, il va de soi qu'on risque de provoquer une réaction de rejet. C'est-à-dire toute collectivité a besoin d'un certain bagage de mythes fondateurs pour se préserver et doit considérer ces mythes comme sacrés, sans quoi la société risque d'apparaître à la manière d'une collection d'individus en lutte les uns contre les autres. Merci infiniment, Mathieu. Nous devons malheureusement terminer. Le temps est très limité. Merci pour ces merveilleuses chroniques de cette année. On vous donne rendez-vous. C'est votre dernière avant l'été. On vous donne rendez-vous en septembre? J'en serai très heureux. Merci beaucoup, Mathieu. Au grand plaisir. Et voilà qui termine le Midi Actualité. Merci beaucoup à Daniel Fortin à la mise en onde. Ici Jean-Philippe Trottier qui vous fait un salut bien amical et vous donne rendez-vous demain à midi. Entre-temps, restez à l'antenne de Radio Ville-Marie.